Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Ça a été un grand saut dans le vide, mais aujourd'hui je ne le regrette pas du tout, tellement je me sens épanouie et accomplie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil atypique, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien à 360 degrés dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de conseils magiques ou de solutions miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni faux semblants. Chaque semaine, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans cet épisode numéro 11 où j'ai envie de te parler qu'être une mompreneur épanouie, ça demande vraiment de venir trouver des astuces pour éviter la charge mentale. Comme moi, je le sais, il y a plein de mompreneurs qui essayent de jongler entre leur entreprise, l'éducation de leurs enfants, mais aussi leur propre bien-être. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet de la fatigue mentale et de pouvoir partager des outils, des astuces pour pouvoir maintenir un équilibre sain dans nos vies qui sont extrêmement bien remplies. Et avant de pouvoir te partager ça, j'avais envie de te raconter rapidement mon cheminement vers la maternité, puisqu'il a été semé, comme beaucoup d'entre nous, d'embûches, de décisions à prendre, d'événements plus ou moins faciles, douloureux, mais aussi des événements extrêmement heureux. Donc c'est en septembre 2018 que tout a commencé dans mon expérience de la grossesse, puisque j'ai fait une grossesse extra-utérine, j'étais à 3 mois de grossesse, j'étais à la veille d'aller faire ma première écho, et là il y a eu un gros choc en fait de découvrir que la grossesse allait être terminée parce qu'elle n'était pas placée au bon endroit. Il y a eu une grande vague émotionnelle qui est venue vraiment accentuer des ressentis dans le corps qui étaient là déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines particulières à la grossesse, mais déjà depuis plusieurs mois mon corps m'envoyait des signaux, m'envoyait des messages que je voulais pas forcément écouter. Et j'ai subi une intervention en urgence puisque j'étais au bord d'avoir la trompe qui allait exploser, donc de faire une hémorragie interne, et donc on m'a retiré non seulement le bébé, mais on m'a retiré aussi la trompe. Donc à peine 25 ans, j'ai perdu une trompe, j'ai subi une opération très très lourde, et de cette opération s'en sont créées beaucoup de croyances, beaucoup de peurs liées à la maternité. Je pensais que n'avoir qu'une seule trompe diminuait de moitié les chances de devenir maman. Je pensais que toutes mes grossesses seraient des grossesses à risque et difficiles, etc. etc. Et donc c'est en février 2019, à peine 6 mois après, que je tombe à nouveau enceinte, et là en fait à ce moment-là je suis au bord du burn-out. Je n'en peux plus d'aller travailler sous la pression, de recevoir de la pression constante et permanente de mes hiérarchies, et je ne trouve plus de sens, je ne trouve plus de plaisir dans mon quotidien. Non pas que je n'aime plus mon métier, ce que je n'aime pas c'est la manière et les conditions dans lesquelles je le pratique. Et donc il y a un matin où je reçois une remontrance de mon chef de l'époque dans l'agence bancaire où j'étais, et je décide de dire stop, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je sais à ce moment-là que je suis de nouveau enceinte, que les prochaines semaines, prochains mois vont être difficiles parce que sous l'emprise vraiment de cette peur de le perdre à nouveau. Et je pars du travail et j'ai la chance d'avoir une médecin généraliste hyper à l'écoute, donc je l'appelle en larmes en lui expliquant ce qui se passe, et elle me dit de venir et qu'elle va me recevoir en urgence. Et à ce moment-là, elle décide de me mettre en arrêt parce qu'elle voit que je suis à bout, que je n'en peux plus, qu'émotionnellement c'est compliqué, et que en plus je viens de subir une opération il n'y a pas si longtemps que ça, difficile, que là j'ai la chance que la vie me ramène ce petit bonheur de la vie toute simple, d'être maman dans les mains, et donc que là il est important vraiment que je prenne soin de mon corps. Donc elle me met en arrêt de travail pour retrouver mon énergie,
pour me retrouver moi aussi. Donc en fait, finalement, au bout du compte, je vais être en arrêt toute ma grossesse. Et donc ça va vraiment me permettre de me retrouver moi, donc de faire du développement personnel. Je suis tombée là dans un système d'introspection au quotidien. J'étais vraiment en quête de sens, de qu'est-ce que je voulais faire, qui je voulais être, comment je voulais avancer, etc. etc. Et donc c'est en novembre 2019, 9 mois après, que je donne la vie à mon petit Elio et que je décide d'utiliser mon compte professionnel de formation, mon CPF, pour financer des formations dans le domaine de la stratégie, du marketing, du branding, puisque avec toute l'introspection que j'ai fait, je vois que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me donne envie, c'est ce qui me redonne de la joie, qui me fait reconnecter à ma créativité. Et donc, je me forme et à la fin de mon congé maternité, je suis censée être licenciée. Sauf que c'était le 15 mars 2020 et que mars 2020, tu te souviens, on est en pleine crise du Covid, je dois être licenciée mais du coup le rendez-vous est reporté à une date ultérieure qui est inconnue puisqu'on vit une situation complètement inédite, le premier confinement. Et finalement, ce sera que fin 2020 que je vais être licenciée et que je vais ouvrir Marjographie 2.0, ouvrir entre guillemets puisque Marjographie existe depuis 2015, mais en mai 2020, je décide de lui donner un nouveau tournant, de travailler différemment, d'apporter les choses d'une manière différente. Et là, j'ouvre Marjographie avec une nouvelle réalité aussi, c'est la réalité d'un quotidien d'une jeune maman, puisqu'Elio a à peine 6 mois, que je l'allaite exclusivement, que mon bureau est installé dans la chambre parentale. Donc, à ce moment-là, je démarre dans le flou, sans grandes ambitions, je ne sais pas trop ce que je désire, je ne sais pas trop où je vais, soyons très honnêtes, et je sais juste que je dois y aller, je sais juste qu'il y a quelque chose qui me pousse à y aller, et je sens que mon corps est en train de changer, puisqu'il est en train aussi d'essuyer tout ce qui s'est passé à l'intérieur de lui depuis un peu plus d'1 an, que dans ma tête, il y a plein de choses qui se chamboulent, que je me retrouve un peu seule et que la solitude me pèse un peu dans les confinements et tout ce qu'on a pu vivre. Mais du coup, c'est aussi une phase où je me retrouve, où je me questionne beaucoup. Et ce nouveau rôle de maman demande du temps aussi pour pouvoir l'apprivoiser, etc. Je savais au plus profond de moi qu'en devenant maman, j'allais changer. Et finalement, quand je relis aujourd'hui l'archétype du signe astrologique du Cancer que je suis, finalement, je comprends plein de choses et je vois et lis plein de choses d'une manière différente, puisque en devenant maman, j'ai évolué, j'ai grandi. Je savais pas encore dans quelle mesure quand j'ai donné naissance à Elio, mais je savais que devenir maman allait être en fait un peu comme une révélation, et ça a été une vraie révélation pour moi. Ça m'a apporté un vrai épanouissement, de l'alignement à beaucoup de choses, un rayonnement. Tout ce que je croisais me disait mais waouh, depuis que t'as quitté ton job en banque et depuis que t'es devenue maman, qu'est-ce que t'as l'air rayonnante, épanouie. Ton visage en fait il traduit ça. Et en fait ça a été le début d'une nouvelle Marjorie. Puisque j'ai allaité donc Elio pendant plus de 9 mois finalement. Malgré toutes les remarques, malgré tous les regards, malgré tous les jugements de ma famille, des proches, mais aussi de la société, des gens dans les magasins, etc., etc. J'ai aussi reçu des injonctions, comme quoi, c'était bon quoi, à un moment donné, il fallait aussi lui donner le biberon, que le biberon c'était plus facile, que c'était plus rapide, etc., etc. Et puis, j'ai continué à tracer ma route, malgré tu vas en faire un enfant roi, tu vas en faire un capricieux, il faut couper le cordon. Et moi j'ai choisi en fait de le garder à la maison et j'ai choisi de dédier un petit peu une partie de ma vie à son évolution, au fait de le voir grandir, de ne pas passer à côté de ça, parce que moi j'avais été une enfant où finalement les parents travaillaient beaucoup, rentraient à des heures tardives et donc on n'avait pas forcément de moments en famille, etc. Et donc moi j'ai eu besoin, et c'était inné en fait en moi, c'était normal pour moi de créer ça comme vie. Donc j'ai choisi de prendre une nounou à la maison, qui a été aussi critiquée par beaucoup de personnes autour de moi, mais en fait c'était notre choix de vie, ça allait avec mon choix de vie en tant qu'entrepreneur, mais aussi avec mes valeurs. Donc j'ai pris une nounou 2 jours par semaine pour avoir en fait 2 jours focus business, donc le mardi et le jeudi, comme ça 1 jour sur 2, j'ai Elio avec moi où je suis dans mon business, et donc ça crée un équilibre dans notre vie. Et en tout cas dans ma vie de femme, d'épouse, de mère, mais aussi d'entrepreneur. Donc sur ces journées-là, c'est des journées que je dédie à mes clientes, à des rendez-vous, à des coachings de groupe, etc. Et quand on est arrivé à ces 3 ans, finalement j'ai regardé en arrière et je me suis dit la nounou est arrivée depuis ses 10 mois, il avait seulement 10 mois quand elle est arrivée, qu'elle a commencé à s'en occuper. Elle le voit du coup grandir, elle le fait évoluer, elle me soutient dans l'éducation, dans beaucoup de choses qu'on met en place à la maison. Et du coup j'ai fait un choix
avec mon conjoint, mais ça venait vraiment de moi à la base, puisque lui en fait était rempli de peur vis-à-vis de cette décision à prendre, et j'ai choisi de faire l'école à la maison. L'école à la maison, on a choisi de le faire donc à partir de septembre 2022, et c'est l'année où ils ont décidé de changer les règles, toutes les règles pour pouvoir faire l'école à la maison. Avant, c'était seulement sur déclaration. On décidait de faire l'instruction en famille et de ne pas mettre l'enfant à l'école. Et comme l'instruction est devenue obligatoire à partir de 3 ans, et bien du coup, maintenant, les personnes qui décident d'instruire leurs enfants à la maison et non en école, et bien du coup, doivent demander une dérogation. Donc je suis partie dans une bataille un petit peu administrative, dans quelque chose de complètement nouveau. J'ai osé demander de l'aide et j'ai reçu le soutien de pas mal des personnes qui nous entourent pour m'aider à construire un dossier de projet pédagogique qui allait nous permettre en fait de vivre la vie telle que je l'entendais et avec la liberté dont j'avais besoin et que je voulais inculquer à mon fils et à ma famille. Et puis après ça, j'ai décidé d'être la maman que je n'ai pas eue et la maman que je vois très peu dans mes amis, dans les familles autour de nous. J'ai décidé d'être une maman qui ne lui mettait pas la pression, qui ne lui mettait pas la pression à dormir dans son lit, puisqu'on a fait du cododo très longtemps, de ne pas lui mettre la pression à être propre avant 3 ans, parce que c'est normal, entre guillemets, que tous les enfants soient propres avant 3 ans, parce qu'ils vont à l'école et ils doivent être propres. J'ai décidé en fait de faire les choses selon mon prisme, différemment, selon ma vision, ma perception, mes ressentis, mes émotions, et c'est ce que je lui inculque au quotidien, et c'est aussi ce qu'il me rend en retour au quotidien, puisqu'Elio est un petit scorpion, qui est en fait dans ma carte à moi astrologique, mon côté sombre, mon côté dark, et donc forcément ça vient me challenger sur beaucoup de choses, et donc on vit de grandes et belles émotions, mais on vit aussi des choses très challengeantes tous les deux ensemble dans notre relation. Donc parfois, il y a eu des discussions à avoir, des choix à faire, des décisions à prendre aussi qui n'ont pas été toujours évidentes, mais pour mon bien-être, pour le bien-être de mon couple, pour le bien-être de ma famille, c'était essentiel de pouvoir faire attention à la charge mentale, la fatigue mentale, et d'être vraiment concentré sur le bien-être de chacune des personnes vivant dans notre foyer. Donc ça m'a demandé déjà de passer par le fait de comprendre la fatigue mentale, de savoir comment ça fonctionnait, à quel moment je pouvais voir les signaux d'alerte qui allaient me montrer que j'étais dans la fatigue mentale. Et d'ailleurs dans le premier semestre de 2023, j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie down, beaucoup de choix à faire, beaucoup de nettoyage à faire dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans mes relations, dans mes émotions, dans mon passé. J'ai vécu des shifts émotionnels et énergétiques qui étaient vraiment importants. D'ailleurs, je suis en retour de Saturne, et donc le retour de Saturne, c'est notre entrée finalement cosmique dans l'âge adulte, c'est-à-dire que ça se produit toutes les 27 à 29 ans, ça dépend des rétrogrades, etc. Mais lorsque Saturne revient au degré et au signe où il se trouvait quand on est né, eh bien il y a des choses émotionnelles qui sont très poussées, très fortes, et c'est d'ailleurs ce que je vis depuis le début de l'année, et ça va durer certainement encore quelques semaines, quelques mois, puisque du coup on est encore pour quelques temps dans ce signe. Mais en tout cas, alors que je suis quelqu'un de très organisé d'habitude, etc., je me suis sentie submergée par mes émotions, donc il a fallu que je puisse tout reposer, il a fallu aussi que je me fasse aider pour pouvoir être focus, pour pouvoir être sereine et surtout mener de front en fait tous mes différents rôles dans le plaisir, dans la joie, le plus de simplicité et de liberté possible. Et donc j'ai compris début avril 2023 que j'étais en épuisement. La fatigue mentale, elle s'est traduite par une sensation de lourdeur, un épuisement mental, ne plus réussir à réfléchir, à avoir de clarté. C'est vraiment arrivé parce que j'étais constamment sous stress et sous pression depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en fait, c'était une pression que je me mettais moi-même, toute seule. Et donc, j'étais en effet cocotte minute H24. Ça a été aussi une forme de lassitude à un moment donné qui m'a envahie après avoir jonglé entre plusieurs tâches, plusieurs rôles pendant plusieurs mois. Et donc, même les plus petites décisions devenaient vraiment pour moi insurmontables et difficiles à faire. Et j'ai ressenti que j'étais vraiment débordée par toutes mes responsabilités. Et pourtant, j'avais fait ces choix-là, d'être entrepreneur, d'être maman, d'être propriétaire d'une maison, etc., etc. Donc, j'ai eu en fait l'impression de courir constamment après le temps. De préparer l'école à la maison, de répondre à mes clientes, de gérer la maison, de gérer l'intendance, le ménage, les vêtements, le repas, de créer les contenus, de faire toute l'administratif, que ce soit pour ma société ou pour nous personnellement, de tenir mes engagements, bref.
En fait, ça a généré beaucoup de choses très frustrantes pour moi puisque j'avais plus de créativité dans mon business, j'avais une incompréhension aussi de là où j'allais, une absence de direction, donc je manquais totalement de clarté. Je ronchonnais tout le temps, j'avais en fait aucun enthousiasme pour rien, j'étais en colère constamment, alors contre les autres, mais en fait finalement contre moi, et donc je faisais de la non-information alors que mon type énergétique manifestor en Human Design, normalement son super pouvoir c'est d'informer les autres, de dire ce qui se passe dans notre tête, dans nos coulisses, etc. Et en fait j'étais pas du tout là-dedans, donc ça a créé beaucoup de non-dits, de frustration, de désaccord dans ma cellule familiale. Je me sentais pas soutenue par mon conjoint, mais en fait, il ne savait rien de tout ça. Il ne comprenait pas parce que je ne lui expliquais pas. Je me sentais pas comprise par la famille, par les amis, mais parce qu'en fait, personne ne savait rien. Je n'exprimais pas ce que je ressentais, comment je me sentais. Et en fait, ça a été une grosse erreur parce que il y a eu vraiment, à un moment donné, quelque chose de très fort dans une discussion avec une amie. Je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle différence entre ce qu'on voyait de moi et ce que je ressentais ou je vivais à l'intérieur de moi, ce que je traversais. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, je n'exprimais pas mes émotions, je n'exprimais pas ce qui se passait. Je faisais bonne figure, je disais tout le temps que tout allait bien et je ne montrais pas ce qui pouvait me challenger, me mettre en difficulté, les défis que je pouvais rencontrer, les décisions que je n'arrivais pas à prendre, les choix que je n'arrivais pas à faire. Et tout simplement, j'étais vue comme quelqu'un qui avait une grande carapace, une grande ambition, qui était très déterminée, qui avait une grande énergie, qui avait totalement confiance en elle, alors qu'à l'intérieur de moi, il se passait tout l'inverse à ce moment-là. Et donc, après avoir eu ces discussions avec cette amie, finalement, je me suis rendu compte de l'importance de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Comme quand on est mompreneur, la frontière entre le travail et la vie personnelle est infime, mais elle peut devenir vraiment très très floue. Moi, ça a été le cas dans mon quotidien puisque mon bureau était dans la maison, dans ma chambre, donc c'était très compliqué dans la gestion du temps, le temps de travail, etc. Et puis de pouvoir le quitter, ce bureau surtout, et d'aller dans ma vie de famille. Puis ensuite, on a fait le choix de transformer le garage de notre maison en mon bureau. Donc ça a été un grand changement puisque j'ai pu mettre toutes mes affaires au même endroit. J'ai pu avoir un grand espace pour travailler, créer une décoration cocooning dans laquelle je me sentais bien. Et en fait, avoir un peu ce bureau de dirigeant d'entreprise et que je puisse fermer la porte, couper avec mon business à un moment donné, ne plus l'avoir sous mes yeux dans la maison. Donc ça a été vraiment un grand changement énergétique pour moi et pour mon entreprise et j'ai vraiment compris l'importance de réussir à couper entre les deux. Et d'ailleurs au début mon bureau était à côté de mon lit, donc ça avait généré des disputes avec mon conjoint qui râlait tout le temps, que je travaillais trop, que ça durait trop tard le soir, etc. Bon, il est projecteur, donc toujours fatigué, et donc à pouvoir aller dormir librement, c'était important pour lui, et donc ça a créé vraiment des disputes conjugales qui étaient assez importantes et qui m'ont un peu challengée aussi au départ. Donc ça va être vraiment important, si vous êtes dans cette situation et que vous vous reconnaissez là-dedans, de pouvoir séparer les deux aspects de votre vie pour éviter justement cet épuisement et éviter qu'il y ait des disputes, des mécontentements, des choses qui soient difficiles à vivre autour de ça. Une des premières choses que j'ai fait déjà, c'est que j'ai défini des heures de travail. C'est-à-dire que j'ai choisi des plages horaires qui étaient dédiées à mon travail. Ça peut m'arriver parfois de déborder, mais par contre, j'ai mis en place des horaires de travail, des jours de travail, et je les ai communiqués à mon entourage. Parce que tout le monde pensait que parce que j'étais à la maison, je devais être disponible quand les gens voulaient venir, je devais être disponible quand ils m'appelaient, etc. Donc ça m'a vraiment aidé à concentrer mon énergie à mon travail et aussi à me déconnecter en dehors de ces heures, de prendre du temps pour aller lire dehors, de prendre du temps pour aller dans mon spa, faire du jardin, etc. etc. Ensuite, le fait d'avoir créé un espace de travail dédié, même si c'est un petit coin de votre maison, ça peut devenir vraiment votre bureau, l'endroit où vous allez travailler. Et quand vous êtes là-bas, vous êtes pleinement focus sur le travail. Et quand vous n'y êtes plus, vous êtes focus avec votre famille. D'avoir un espace dédié va vraiment aider à séparer physiquement le travail de la vie personnelle. Et du coup, une des choses que je me suis vraiment imposée et que je fais d'une année sur l'autre, c'est de me mettre des moments off, de me mettre des temps de vacances, même une journée de par-ci par-là, même une demi-journée par-ci par-là. Souvent, moi, je mets mon mercredi et mon vendredi en off. Ça dépend ce que j'ai à faire, etc. Ça se peut que je vais faire un peu de création, si le magazine business doit sortir à ce moment-là, si je dois enregistrer un podcast ou l'écrire, etc. Mais ça va être quelque chose de très léger et que je m'autorise à faire à ce moment-là parce que c'est ok. En tout cas, ce qu'il faut comprendre là, c'est que cet équilibre
vie pro, vie perso n'est pas une quête ou un objectif, c'est un mode de vie, c'est une énergie de chaque jour, c'est quelque chose qu'on va entretenir, que l'on va peaufiner, que l'on va recalibrer constamment selon nos propres évolutions, nos propres changements, nos propres désirs, mais aussi nos propres projets, notre énergie. Donc je vous invite vraiment à vous questionner sur qu'est-ce qui est important pour vous, sur quoi vous ne voulez pas déroger, qu'est-ce qui est essentiel aussi pour votre bien-être, ou pourquoi à la base vous avez choisi d'entreprendre. Autant de questions qui vont vraiment vous permettre de réaligner le tout, de faire en sorte de ne pas se sentir débordé, épuisé, mais plutôt se sentir épanoui et comblé dans tous les domaines de votre vie. Et donc ça, je n'ai pas pu le faire sans réussir à prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres. On a souvent tendance à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Pourtant, prendre soin de nous, c'est essentiel pour éviter cette charge mentale et du coup, cette fatigue, cet épuisement mental. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans le précédent épisode, mais j'ai reçu un retour client après un accompagnement assez long qui m'a permis en fait de prendre conscience que je donnais beaucoup à mes clientes, que c'était un véritable atout parce que j'étais reconnue comme une vraie coach mentor présente et qui amenait vraiment des véritables expériences et un véritable feedback quotidien à mes clientes. Mais ça pouvait aussi être au détriment de ma propre santé, de mon bien-être à moi et que ça, ce n'était pas possible, ce n'était pas ce pourquoi j'avais choisi d'entreprendre. Le fait d'être là pour les autres constamment nous ramène forcément à nos propres blessures, nous ramène aux enjeux aussi qui se présentent pour nous, à nos propres manques personnels, émotionnels et surtout dans notre petite enfance. Moi j'ai beaucoup travaillé et reconnecté à mon enfant intérieur pour travailler ces parts-là. Donc on peut voir le syndrome de l'imposteur arriver, on peut voir aussi le syndrome de la sauveuse, de vouloir être à tout prix là pour les autres pour être aimée et mise en valeur. Autant de sujets finalement qu'on pourrait développer dans un seul et même épisode. Mais en tout cas, avoir des rituels de self-care, de prendre soin de soi, intégrer à sa routine, c'est important. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tient des routines sur le long terme. Par contre, je suis quelqu'un qui a des temps dédiés pour moi toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et donc, j'intègre à ma routine des choses différentes chaque jour. Vous pouvez pratiquer une activité sportive, physique, que ce soit une promenade rapide, du yoga, une séance de danse dans votre salon, de bouger, peu importe. Mais ça aide en fait à réduire le stress. Moi, je suis pas une grande sportive, je l'ai jamais été et je pense que je ne le serai jamais. Donc, je le fais vraiment à ma manière, avec un minimum pour pouvoir bouger, me mouvoir, bouger mon corps. Garder en fait du dynamisme un petit peu, même si c'est difficile, même si parfois, selon les activités, j'en souffre avec mon surpoids, mais que finalement, je trouve à quel point ça fait du bien à mon corps aussi de pouvoir bouger, sauter, danser. J'aime en fait danser dans mon salon, danser avec mon fils, danser dans mon bureau, pour célébrer des choses, pour me faire du bien tout simplement au quotidien. Donc voilà, je le fais vraiment à ma manière, mais ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je prends du temps pour moi, que ce soit 5 minutes avec un verre d'eau, une tasse de thé, peu importe, ou 1 heure avec un livre que j'ai envie de lire, un coloriage que j'ai envie de faire, peu importe, mais je prends un moment à peu près chaque jour pour faire quelque chose que j'aime. Et d'ailleurs, pendant mes vacances dernièrement, j'ai repris la lecture. Je me suis rendu compte le bienfait que ça pouvait avoir de me nourrir finalement autrement et de me nourrir en fait intellectuellement et par des belles histoires qui pouvaient vraiment me permettre d'éveiller ma curiosité, ma créativité, de m'épanouir aussi à travers ça. Dans ces moments-là de rituel, je fais aussi beaucoup de tirages de cartes oracle, de séances de déblocage inconscient. Ça m'arrive de faire aussi des séances énergétiques, peu importe, mais vraiment de pouvoir prendre soin de soi sur le multidimensionnel, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, une des clés vraiment importantes, c'est d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses attentes, ses désirs à nos proches, parce que moi, je me suis rendu compte que le conjoint d'une entrepreneur, en fait, il a un très grand rôle à jouer et que bien souvent, on ne l'inclut pas à l'intérieur de ça. Moi, je me suis rendu compte que je disais beaucoup de lui, qu'il ne me comprenait pas, qu'il comprenait rien à ce que je faisais, qu'il était incapable de dire ce que je faisais à des gens au quotidien qui pouvaient lui demander ce que faisait sa femme, qu'il n'avait pas conscience de la charge que ça pouvait être, du travail que je menais au quotidien, etc. Mais en fait, je me suis surtout rendu compte que je ne lui exprimais pas les choses. C'est-à-dire que je n'exprimais pas mes émotions, je n'exprimais pas mes sensations, je n'exprimais pas les défis que j'étais en train de traverser. Mais quand il me demandait le soir comment s'était passée ma journée, je lui répondais que bah voilà, c'était une journée classique et normale et je m'arrêtais là. Je ne lui exprimais jamais
tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais rencontrer, tout ce que je pouvais créer, tout ce à quoi j'étais en fait à l'initiative. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, en étant dans la communication, en ouvrant cette communication avec lui, son rôle était hyper important pour moi parce que ça m'amenait du soutien, ça m'amenait de la reconnaissance. Il m'aidait aussi des fois à être dans des réflexions, à faire des choix. Et donc en 2023, on a clairement développé ça dans notre couple. Et mon Dieu que ça fait du bien. Parce qu'en fait, dans cette vie que je mène au quotidien, de mumpreneur, donc de maman et entrepreneur à la maison, c'est que j'ai choisi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire l'école à la maison. Et donc, ça m'a demandé de créer une routine d'école à la maison qui fonctionne pour lui, pour notre enfant, mais aussi pour nous, pour toute la cellule familiale. On a choisi de répondre à notre vie, à notre système de vie basé sur la liberté, et avec le moins de contraintes possible, d'y répondre avec le fait de faire l'école à la maison. Sauf que faire l'école à la maison, ça peut être un défi, mais avec une routine qui va être vraiment adaptée à nos besoins, aux besoins de l'enfant, à sa personnalité, ça peut devenir vraiment une expérience hyper enrichissante. Moi aujourd'hui, l'école à la maison, ça me permet de naviguer entre le travail, la vie familiale, de pouvoir partir en vacances, hors vacances scolaires, et ça a beaucoup d'avantages. C'est souvent moins cher, les locations, les transports, etc. En termes de temps, ça nous permet de choisir là où c'est le plus ok pour nous, là où on n'a pas de contraintes, pas d'obligations, mais aussi là où la météo est bonne, enfin voilà, il n'y a rien d'imposé, on fait vraiment quand c'est ok pour nous. Et bien souvent, là, en 2023, on est parti en Corse 15 jours quasiment au début juin, il n'y avait personne, il n'y avait pas grand monde, on a pu vraiment profiter, s'épanouir, se sentir libre, un peu, voilà, comme sur une île déserte, et ça fait beaucoup de bien pour aller se réénergiser, reprendre de l'énergie. Mais faire l'école à la maison, c'est pas rien. C'est pas rien et c'est pas facile comme je peux le voir ou l'entendre. Choisir d'éduquer son enfant pour en faire un adulte responsable, respectueux, ambitieux, c'est pas rien. Et d'ailleurs, à notre voyage en Corse, on a été dans une petite épicerie fine et le charcutier nous partageait que il était un ancien enseignant, donc il nous demandait Elio, est-ce qu'il est à l'école, etc. Quel âge il a, est-ce qu'il est à l'école? Et je lui dis on est en école à la maison, et il m'a demandé mais en fait est-ce que vous pourriez me dire, si ça vous dérange pas, si c'est pas trop indiscret, pourquoi vous avez choisi de ne pas le scolariser en école? Parce que je suis un ancien enseignant, j'ai quitté l'éducation nationale pour une raison, et d'entendre votre voix en tant que parent qui décide de sortir du cadre, qui choisit et qui assume de sortir du cadre, pourquoi vous n'avez pas mis votre enfant à l'école à la maison. Et on a eu une discussion passionnante autour de valeurs communes, comme la liberté, l'autonomie, le libre arbitre, le libre choix, de vivre à contre-courant, de s'assumer et assumer nos différences. Vraiment très passionnant. Et moi je trouve que pour mener un aussi beau projet, un aussi beau challenge que l'école à la maison en même temps qu'être entrepreneur, et que de faire tourner son business, ça demande de créer un planning et de s'organiser, d'avoir un emploi du temps qui est clair, qui est prévisible, qui peut nous aider du coup à réduire le stress pour nous, mais aussi pour l'enfant parce qu'il sait où on va et ce qu'on va faire. De faire des pauses hyper régulières, de prévoir des pauses pour que l'enfant, lui, puisse se dégourdir les jambes, se détendre, etc. Mais quand on choisit de faire l'école à la maison, on choisit de ne rien imposer. Je n'impose jamais rien en termes de temps, de durée, d'activité. Alors on pourrait dire oui mais dans ce cas là l'enfant est roi. Non, l'enfant en fait il choisit selon son âge, son flow, son rythme, ses désirs, l'énergie que j'ai moi aussi ce jour-là, la créativité, de voir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous fait plaisir de faire, et de pouvoir plutôt travailler sur des notions d'assurance, d'affirmation, de confiance, d'estime de soi. Je trouve que c'est hyper important, mais tout en gardant de vue l'objectif, le plan de match en fin d'année, qui puisse cocher les cases des attendus de l'éducation nationale pour pouvoir passer au niveau suivant. Et d'ailleurs, on sait déjà que notre deuxième année est validée et qu'on va pouvoir faire une deuxième année en école à la maison, et ça pour notre plus grande joie et notre plus grande fierté. Et il y a une chose hyper importante dans ce système vraiment de mumpreneur, de faire l'école à la maison, mais aussi d'avoir un business à faire tourner, c'est de se faire aider. On ne peut pas être partout, tout le temps, parce qu'en fait ce serait être nulle part. Donc moi j'ai une nounou 2 jours par semaine à la maison, où elle m'aide à gérer la maison, à s'occuper d'Elio,
Elle fait aussi des enseignements et des activités avec lui pour l'école à la maison, pour que moi je puisse bosser 100% hyper focus. Elle m'aide dans la gestion de la maison en termes de ménage, de linge, etc. Puisqu'avant j'avais une femme de ménage, mais je trouvais que ça faisait doublon et qu'en fait pendant les siestes et les temps de repos d'Elio, la nounou pouvait faire ce genre de tâches. Donc du coup on a modifié le contrat et on s'est mis d'accord pour aller vers ça. Mais en tout cas, cette année, en 2023, j'ai vraiment appris ce que c'était demander de l'aide et d'aller chercher des personnes expertes, des personnes de confiance dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle pour pouvoir avancer, être guidée, me libérer, m'affirmer encore plus et décider de continuer à être qui je suis, même si c'est à contre-courant, mais d'assumer qui je suis parce que ça, c'est vraiment, vraiment important. Voilà les filles, si je devais résumer, je dirais que être mumpreneur, c'est un sacré défi, mais qu'avec des bonnes stratégies, on peut éviter la fatigue mentale, on peut trouver du plaisir, on peut être dans l'épanouissement dans nos différents rôles. Et moi, je vous encourage vraiment toutes à prendre soin de vous au maximum, à chercher l'équilibre qui vous convient à vous et à le réajuster au fil du temps. Et rappelez-vous qu'aucune de nous n'est seule dans ce voyage du mumpreneuriat et que c'est important que vous puissiez aussi vous épanouir à travers cette vie équilibrée et remplie de liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.